Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on va explorer une maison de champagne qui est cotée sur Euronext qui s'appelle Laurent Perrier. Donc dans cette vidéo on va regarder le terrain concurrentiel, donc on parlera de LVMH, on parlera de Lonçon, on parlera aussi de Franken, on regardera pourquoi la société Laurent Perrier affiche une décote que l'on peut trouver potentiellement excessive voire abusive. Et dans cette vidéo on va donc parler analyse fondamentale, donc on regardera les parts de marché, on regardera la valorisation par rapport aux actifs, on regardera les stocks, on regardera le foncier, on regardera les terrains que possède la société. Et pour vous évoquer cela, j'ai invité mon ami Francis Berthelin qui est un gérant professionnel qui connaît très bien le dossier. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, je vous dis donc à tout de suite. Alors un disclaimer, l'analyse qui est faite ici n'est pas un conseil en investissement. Francis est actionnaire de la société Laurent Perrier et je ne suis moi-même pas actionnaire de la société Laurent Perrier. Et puis tous les deux, on n'a aucun contrat particulier avec la société Laurent Perrier. Bon bonjour Francis. Bonjour Philippe. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation là. Tout le plaisir est pour moi. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais ? Alors, je suis Francis Berthelin, je suis gérant de portefeuille chez Montaigne Capital. Je gère à la fois une clientèle particulière en direct avec des actions en titre vif et également un fonds commun de placement qui s'appelle MC Spécial, qui est spécialisé dans les situations spéciales, c'est-à-dire principalement les OPA, soit par l'actionnaire majoritaire, soit les OPA forts que la société se vend à un autre. C'est ma particularité. Donc aujourd'hui, on va parler d'une société. Est-ce que tu peux nous présenter cette société, nous la dévoiler, nous dire ce qu'elle fait? Alors, entre les deux et en préambule, moi quand j'achète une valeur, ce que je regarde c'est avant de savoir combien je peux gagner, c'est combien je risque de perdre si ça se passe mal. Cette société, elle répond très bien à cette question parce que je pense que le downside, le risque de perte me paraît extrêmement limité. Donc la société, c'est Laurent Perrier. C'est un acteur qui représente à peu près 4% des volumes de vente de champagne à l'échelle mondiale. Alors c'est une appellation qui est réglementée, donc il faut récolter le raisin que dans un espace réduit de 34 000 hectares. Laurent Perrier représente donc à peu près 1000 hectares. Pour ces 1000 hectares, ils en ont 150 hectares en propre, qui font à peu près 12 millions de bouteilles par an. Sur ces 12 millions, il y en a à peu près 8 sous la marque Laurent Perrier. Et il y a également 4 millions environ de bouteilles qui sont plus entrée de gamme, qui sont Castellane, qui sont les champagnes qu'ils ont hérité lors du rachat de Malakoff, qui était leur dernière opération de croissance externe qu'ils ont fait en 2008. Donc ça fait déjà très longtemps. Donc c'est une société de champagne en fait qui donc ne fait plus de croissance externe, qui ne grandit plus en termes de surface en fait depuis 2008, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Faut dire aussi que le fondateur est décédé en 2010 et donc ce sont les héritières qui depuis ont recruté des directeurs généraux à qui elles ont laissé un peu à qui elles ont demandé d'appliquer leur stratégie. Elles ont une stratégie assez prudente puisqu'il n'y a eu aucune opération. La dernière, c'était l'acquisition de Château Malakoff. C'était une acquisition amont puisque ce qui est très important, c'est surtout quand on ne produit en propre qu'avec ses propres vignes qu'environ 10% de sa consommation de raisin, il faut avoir des accords avec des vignerons pour être sûr d'avoir les bonnes quantités de raisin, surtout quand on a comme principal concurrent le groupe LVMH, qui lui fait à peu près 10 fois plus gros que Laurent Perrier puisqu'il fait 40% de part de marché environ. Ah ok, lui c'est le numéro 1 incontesté quoi. Voilà. Il a des gros volumes, c'est lui qui a décidé ou qui a laissé faire l'envolée des prix du raisin, puisque les prix du raisin ont fortement monté. En gros, on est passé de 4 euros dans les années 2003 à plus de 8 euros aujourd'hui. Alors, ceci étant, il y a aussi eu de l'inflation normale. Ok. Ça, c'est le kilo de raisin, c'est ça? Et le kilo de raisin. Le kilo de raisin. Les producteurs de raisin, c'est complètement atomisé, c'est ça? C'est très atomisé. Et il y a 3 catégories de raisins. Il y a les raisins grands crus, les raisins premiers crus et les raisins crus tout court. Et la qualité des raisins est classée entre 80% et 100%. Donc évidemment, un grand cru, c'est 100%. Le pourcentage moyen de Laurent Perrier se situe en général à 91%. Chaque année, dans le rapport annuel, ils peuvent être à 91 ou 92 ou 90 selon les années. D'accord. Donc c'est du haut de gamme, quoi. Ils visent le haut de gamme, ils font du haut de gamme. Oui. Alors pourquoi donc tu t'intéresses toi à cette société du champagne? Parce que clairement le secteur en ce moment c'est pas la joie. En plus il y a les taxes Trump qui pourraient débouler, on sait pas, ils les enlèvent. Je m'y intéresse tout d'abord parce que précisément on a 2 années de suite de baisse de vente dans le secteur. Donc je me dis qu'on va de nouveau maintenant arriver sur un effet de base qui est très favorable. Cette année on a expédié à l'échelle globale du champagne environ 271 millions de bouteilles.
alors qu'on était à plus de 300 millions il y a 2 ans. Et il faut dire aussi qu'il y a eu sur ce marché du champagne des perturbations importantes qu'on a connues aussi d'ailleurs avec les alcools forts, des perturbations qui ont été liées au Covid, aux fermetures des cafés, hôtels, restaurants, des boîtes de nuit, puis aux réouvertures. Donc évidemment, tout ça a généré d'abord une baisse forte des volumes, puis une forte hausse des volumes, c'était l'année N-2. Et là, effectivement, quand on se compare à N-2, on a des chiffres très bas, mais en fait, on a des chiffres qui sont revenus à peu près à ce qu'on faisait avant les perturbations du Covid, c'est-à-dire 280-290 millions de bouteilles. C'est à peu près ce qu'on produit et ce qu'on vend chaque année. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez marquant, c'est-à-dire qu'en gros les bouteilles de champagne ça n'a pas tellement été en croissance, par contre en valeur ça a beaucoup monté parce que le marché en lui-même il est quasiment au même volume depuis des années. Par contre en termes de valeur ça a énormément monté, d'où l'idée d'aller sur des acteurs qui font plutôt je dirais de la premiumisation, quoi, un peu comme Laurent Perrier, c'est ça? Ça a monté, il faut dire aussi quand le raisin était à 4 €, la profession faisait 3 milliards de chiffres, aujourd'hui le raisin est à 8 €, la profession fait 6 milliards de chiffres. Donc en fait, on a accompagné le prix qu'on donne aux agriculteurs, et d'ailleurs le prix du raisin, c'est quand même dans le prix de revient d'une bouteille, je parle pas du prix de vente, dans le prix de revient d'une bouteille, le raisin, c'est quand même 70 à 75%. Il reste la bouteille, il reste l'étiquetage, il reste le bouchon, la capsule, mais tout ça c'est que 25 à 30% du prix. La deuxième raison pour laquelle je m'y intéresse, c'est quand même son aspect qualitatif. C'est-à-dire que c'est une société qui a démontré, alors beaucoup plus quand il y avait encore son fondateur que depuis 20 ans ou 25 ans, ses qualités d'innovation. Ça a été les premiers à assembler, enfin à garder les jus dans des grandes cuves inox. Au départ, tout le monde leur a ri au nez parce qu'on faisait ça dans du boisé avant. Hein. Là, on remonte aux années 90 et ça a été vraiment une nouveauté. Et ensuite, la deuxième nouveauté qu'il y a eu, ça a été le vin non dosé. Et là aussi, Bernard de Nonancourt, le fondateur, a été un précurseur, puisque il a fait du vin non dosé une de ses spécialités. Et aujourd'hui, ça fait partie des produits haut de gamme. Le non dosé, c'est le blanc de blanc nature. Et son autre innovation qu'il a faite a été la cuvée Grand Siècle. Donc il est chez Laurent Perrier, on n'est pas très pro millésime, on est plutôt sur un assemblage de grands millésimes, de 3 grands millésimes, et c'est ce qu'on appelle Grand Siècle. Excuse-moi Francis, est-ce que tu peux revenir sur le non dosé, c'est-à-dire qu'il rajoute pas de liqueur, c'est ça? Ouais, il rajoute pas de sucre sur en fin de récolte. Ok, donc le sec, demi-sec, donc tout est brut en fait, c'est du brut. Oui, c'est ça. C'est un vin qui va aller bien avec par exemple des fruits de mer ou avec du poisson. Du produit qui est vendu 75 € la bouteille. 75 € la bouteille, en prix de vente? Oui. Je pense que l'inox a apporté, c'était une innovation technologique, hein, je pense en termes de qualité globale. Ça reste sous forme de jus environ 18 mois. On récolte en gros début septembre et on assemble en mars 18 mois après, quoi. Début février, on va assembler dans 2 mois. Dans 2 mois, on va assembler non pas la récolte de cette année, mais la récolte de l'année d'avant. Tu sais, dans des cuves, les 700 millions de stock, tu as à peu près 150 millions d'encours. C'est ce qu'on appelle ces jus qui sont encore dans les cuves inox, qui ne sont pas encore assemblés. Donc, une fois qu'ils sont assemblés, on décide de les affecter selon les jus et selon des mélanges qui peuvent encore être faits. On décide de les affecter aux différents produits. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents produits? Alors, les différents produits, si on va... alors déjà, ils publient dans le rapport annuel qu'ils font à peu près 45% de leur vente en haut de gamme. Laurent Perrier, sous marque Laurent Perrier. Hein, donc on parle là, dans ce chiffre-là, que des 8 millions de bouteilles environ vendues par Laurent Perrier. Donc ça veut dire que si c'est 45%, c'est-à-dire qu'il y a 55% chez Laurent Perrier qui ne sont pas considérés comme du haut de gamme. Ça, c'est ce qu'on appelle la cuvée. Donc la cuvée, on sait que ça fait à peu près 55% en valeur. Ça fait sans doute plus en volume, puisque c'est le produit qui n'est pas haut de gamme. C'est un produit qui est vendu en prix public 35 € TTC. C'est un produit qui reste en bouteille au moins 4 ans. Ils ont changé la règle en 2018. Avant, ça restait en bouteille pendant 3 ans. Maintenant, ça reste en bouteille pendant 4 ans. Donc, en fait, la cuvée qui sort en 2023, en 2024, pardon, elle correspond au raisin de 2018. Voilà. Elle est restée 2 ans, 1 an et demi en jus et ensuite 4 ans en bouteille. Et donc, voilà. Alors, les produits haut de gamme, par ordre, c'est la cuvée Grand Siècle, 185 € de prix de vente. Ensuite, la cuvée rosée, 80 €, j'arrondis, de prix de vente. La cuvée blanc de blanc, celui dont je te parlais tout à l'heure, qui est non dosé en 100% chardonnay aussi. La nouvelle cuvée qui sont en train de sortir, qui s'appelle Héritage, est une nouvelle cuvée
où ils veulent faire un peu le même principe que le Grand Siècle. C'est une nouveauté, hein, donc pour l'instant, on ne connaît pas bien les volumes. Et voilà, ça c'est pour le Laurent Perrier. Et puis ensuite, il y a évidemment le très haut de gamme, c'est le rosé spécifique cuvée Alexandra. Voilà, donc ça, c'est effectivement un rosé qui est à 300 € la bouteille. Et sinon, en dehors de Laurent Perrier, ils ont une petite pépite qui s'appelle Salon, qui fait assez peu de volume, mais qui vend des bouteilles à 1300 € la bouteille. On était à 300-400 € il y a seulement 10 ans. Donc ça a été un vrai game changer. Et ils veulent aujourd'hui, le vrai challenge de Laurent Perrier, c'est de monter leur cuvée Grand Siècle, peut-être pas jusqu'au niveau de prix de Salon, mais beaucoup plus haut que les 185 ou 200 € qu'ils vendent aujourd'hui. Ok, alors après, si on revient sur la partie plus financière, là, forcément, garder des stocks de 4 ans, forcément, faut le monter, ça fait qu'il y a du gros BFR, donc ça fait qu'il y a une valeur dans les comptes. Et je pense que c'est peut-être ça qui est intéressant sur cette valeur, c'est que la valorisation en bourse par rapport au stock, on est peut-être pas mal, quoi. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce point-là, s'il te plaît? En fait, les 4 ans, c'est en fait quasiment, ça devient 5 ans et demi, puisqu'on les garde en jus sous forme de jus pendant 18 mois, avant de les assembler. Et encore, quand je dis 4 ans, c'est pour les cuvées, entre guillemets, d'entrée de gamme. C'est-à-dire la cuvée, ce qui s'appelle la Laurent Perrier, la cuvée. Si on va sur du rosé, on va plutôt être sur du 6 ans, donc 6 ans plus 1 an et demi, toujours. Hein. Et si on est sur du Grand Siècle, on va être sur du 10 ans. C'est encore 10 ans plus 1 an et demi. Donc, les bouteilles, actuellement, il y a à peu près 500 millions d'euros de bouteilles à 11 € de prix de revient. Ça, c'est le stock, hein, parce que le stock, il est au prix de revient, il n'y a pas la marge, hein, forcément. Le stock de produits finis, oui. Le stock de produits finis de bouteilles. Donc, à 500 millions, ça correspond à 45 millions de bouteilles. Et donc, c'est... alors, on ne connaît pas l'inventaire des gammes de produits. La cartographie, là. Voilà, ça, c'est pas communiqué. Mais il est très clair que ce stock vaut beaucoup, beaucoup plus cher. Par contre, tu as annoncé un prix moyen unitaire de stock de 11 €, c'est ça que tu dis? Oui, il y a 500 millions de produits finis et ça correspond à 45 millions de bouteilles. D'accord. Alors, il doit faire des sacrées marges quand même, parce que même si tous ne se vendent pas à plus de 100 balles la bouteille, mais... Alors, la cuvée est vendue 35 €. Si tu enlèves la TVA, ça fait 29 €. Ah, ça te donne une idée. Ouais. Faut oublier qu'il y a quand même 20% de TVA sur les prix que je t'ai indiqués. Ok. Donc, 500 millions de stock. Donc, ça, c'est la valeur... Les produits finis et la récolte, et en fonction de la période, ils achètent chaque année pour environ 150 millions d'euros. Voilà. Les stocks d'encours, là, 245 millions d'euros. Je suis en train de voir ça sur mon tableur Excel. 245 millions d'euros les derniers stocks d'encours. Donc il y a plus d'encours, qui correspond sans doute au fait qu'on a eu des bonnes récoltes. On a eu globalement plusieurs bonnes récoltes de suite, sauf l'année dernière où on a eu une mauvaise récolte. Donc les stocks vont un petit peu rebaisser sur cette année. Donc attends, là, pour que ce soit clair au niveau compta, là, tu as les produits finis. Donc ça, c'est les bouteilles qui sont prêtes à vieillir. Donc ça, c'est 500 millions. Une fois que ça a été assemblé, oui. Ouais, ok. Et en plus, il y a les jus dans les cuves inox, et là, il y en a pour 250 millions. Oui. Au dernier bilan semestriel, c'était 229 millions. Donc ça, c'est en période creuse. Et juste après la vendange, c'était 245 millions. D'accord, ok. Donc ça nous fait 700 à la louche. Oui, ça fait 700 millions. C'est-à-dire plus de 100 € par action. Ok, c'est peut-être là, ouais. Par contre, en face, il y a de la dette. Il y a 200 millions de dettes. Elle est très faible parce que historiquement, la société n'a pas fait de croissance externe. Je le disais tout à l'heure, depuis l'acquisition de Malakoff en 2008. Et par ailleurs, il distribue modestement environ 20% seulement du résultat. Donc forcément, à chaque fois, là en ce moment, on est sur un trend où on gagne à peu près 10 € de bénéfices nets et on verse à peu près 2 € de dividendes chaque année. Donc tu as eu 8 € par action qui va dans le financement du stock. Donc cette année, peut-être que la dette va un peu diminuer parce que probablement le stock va diminuer. Donc il y aura quand même malgré tout les 8 € à disposition. Je doute qu'il verse un dividende exceptionnel. C'est pas l'historique de la. Il était très prudent. Ok, d'accord. Donc il y a 200 millions de dettes. Donc on va dire, ça fait, donc si je reprends là, 500 millions de stocks de produits finis, 250 millions de jus dans les cuves, tu as 200 millions de dettes. Ce qui fait que tu as 550 millions de stock net, de dettes. En actif, tu as quoi d'autre? Il y a des terrains, tu m'avais dit qu'ils ont 10% des terrains. Alors oui, les terrains, environ 150 hectares. Donc les terrains, ils ont des terrains en propre et qui sont 150 hectares. Ceux-là sont revalorisés tous les ans. Actuellement, ils sont valorisés 1 million d'euros. Donc ça fait 150 millions d'euros. Moi, je pense que ça vaut plus cher parce qu'ils ont, quand ils ont racheté Malakoff, ils ont récupéré des terrains de la côte des Blancs, qui sont les terrains qui valent le plus cher. On est plutôt à 1,5 million l'hectare et pas à 1 million l'hectare. Et je pense qu'ils sur leurs 150 hectares, ils en ont au moins 30 ou 40 qui sont comme ça. On n'a pas parlé de la trésor. Il y a de la trésor. Je t'ai donné la dette, je te l'ai donné nette de trésor. Ah ok, d'accord.
Ok. Donc autrement dit, là, au cours de 100 euros, on est aux actifs tangibles composés de stock. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On est à l'actif tangible, sachant que il y a aussi de l'immobilier qui est pour essentiellement amorti. Hein, c'est des châteaux. Donc il y a quand même le château historique de Tours-sur-Marne, plus le château de Castellane, plus d'autres propriétés connexes et qui sont très largement amortis. Donc on a clairement un bilan qui est suramorti ou surprovisionné, tout ce qu'on veut. Et malgré tout, on code pas plus que la valeur comptable. Je te donne le montant de la dette sur le dernier bilan. On était à 207 millions d'euros. Enfin, dette nette. 207 millions, ah ouais, ok. Ah, ok. Ok, donc la probabilité que ça fasse faillite, elle est très faible, hein, on va dire ça comme ça. Oui, c'est clair. On était descendu d'ailleurs il y a 2 ans à 178 millions de dettes. Et puis comme ils ont fait des grosses récoltes, du coup, ça a réaugmenté les stocks. Et donc ça a un peu réaugmenté la dette, malgré l'envolée des marges. Alors ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a eu de fortes hausses de prix. C'est d'ailleurs une des questions que toute la profession se pose. On se la pose aussi d'ailleurs sur le marché des alcools. Est-ce que tous ces fabricants, ils n'ont pas profité de manière un peu trop forte de la réouverture des cafés, hôtels, restaurants après le Covid, augmenter considérablement leur prix? Et puis il faut savoir aussi que eux ils vendent, mais ils vendent pas en direct au marché. Ils vendent à des distributeurs qui, eux, reprennent une marge. Et il semblerait aussi que les distributeurs aient profité de l'engouement qu'il y avait pour aussi augmenter leur prix et donc leur marge. Et donc, on a eu des prix de vente à l'arrivée qui se sont envolés. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, il y a par rapport aux stocks qu'ils ont, qui sont des stocks qui ont été constitués pour l'essentiel avant ou pendant le Covid, et on a une envolée des prix de vente qui fait qu'aujourd'hui, il y a une plus-value sur stock qui est énorme. Mais peut-être qu'ils ont un peu trop tiré sur la corde, quoi. Ouais. Oui, très probablement. C'est un peu le cas. Partout. On le voit aussi chez Diageo, chez Pernod Ricard, chez Rémy Cointreau, chez LVMH pour la partie alcool, principalement cognac. C'est clair qu'il y a eu très probablement des hausses de prix qu'on est en train de digérer. C'est aussi pour ça que il faut relativiser la baisse des volumes d'expédition de champagne cette année. Parce que la baisse des expéditions de champagne cette année, elle est assez relative si on prend en compte cet aspect de prix. Donc je pense que les prix vont un petit peu se calmer, ce qui devrait aider les volumes à revenir. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est que les distributeurs, maintenant que les taux d'intérêt sont plus les taux qu'on avait avant le Covid, se sont mis à moins stocker qu'avant. Donc ils avaient sans doute un peu retrouvé des niveaux de stock conforme à ce qu'ils pratiquaient avant le Covid, alors que maintenant, avec les taux d'intérêt, ils payent quand même, un distributeur aujourd'hui, ça paye 4 à 5% de taux d'intérêt. Donc, je pense qu'ils ont ajusté leur stock au plus juste. Ça veut dire que la rotation du stock chez le client va être plus forte, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Au niveau du financement là, du stock de Laurent Perrier, ils sont à taux comment là? Le taux, il est fixe, il est... Ils sont essentiellement à taux fixe. C'est une politique très prudente. Au niveau boursier, on vient de 140 euros et on est descendu à 100 euros dans la lignée de cette baisse des volumes qu'on a depuis 1 an et demi, de volume global au niveau de la profession. Et Laurent Perrier a fait ni mieux ni moins bien que le marché, il a fait globalement comme le marché. Par contre, autre phénomène quand même important à souligner, la famille s'est renforcée. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ils avaient 56% du capital. Aujourd'hui, ils ont 66% du capital. Donc, ils ont acheté quasiment l'équivalent de 1% par an du capital. C'est pas énorme, mais c'est quand même un signe qu'on on est sur des niveaux de valorisation qui font que, au fil de l'eau, ils ont racheté un peu de titres. Je sais pas exactement à qui ils les ont achetés, parce que quand ils se sont introduits en 99, la société s'est introduite en 99, ils avaient aussi octroyé une partie de leurs actions à des vignerons qui souhaitaient être leurs partenaires. Donc peut-être que quand des vignerons qui étaient rentrés au début ont souhaité peut-être prendre leur retraite et vendre, peut-être que c'est eux qui leur ont fait la contrepartie. C'est pas des choses qu'on connaît, mais ce qui est sûr, c'est que on a connu une envolée des prix depuis peu de temps, qui s'est traduit aussi par une envolée du taux de marge. Si tu regardes la marge brute, on est passé en gros de 45% ou 47% à 63% de marge brute. On arrive sur les niveaux de marge brute équivalents à ce que fait du Rémy Cointreau, alors que Rémy Cointreau n'a aucune bouteille en dessous de 50 $. Alors que eux, ils ont quand même les 4 millions de bouteilles qui ne sont pas des Laurent Perrier sont en dessous de 50 $, et la moitié, même un peu plus,
de la cuvée Laurent Perrier est en dessous de $50. Mais malgré tout, ils ont la même marge brute. Tout en consacrant un même niveau à peu près de charges commerciales, puisque les charges commerciales représentent quand même 23% du chiffre d'affaires. Et encore, c'est des charges même plus marketing que commerciales, puisque 23% du chiffre d'affaires, c'est assez stable dans le temps. Quand ils se sont introduits, c'était 24%. C'est pour voir que tout ça est très stable. Ils sont aussi très frugaux en termes de frais administratifs. Les charges administratives sont aussi très faibles. Et c'est une société qui n'est pas dispendieuse. Deux dernières questions là. Est-ce que c'est une situation spéciale pour toi? Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui ferait que, selon toi, le cours il pourrait repartir? Parce qu'on a compris que là, ça peut pas baisser plus, alors sauf encore un crack, un machin. Mais on est sur du tangible là, donc au pire, si ça baisse de moins 20%, c'est encore une meilleure affaire qu'en ce moment. Alors, situation spéciale, très difficile à savoir. Bernard de Denancourt est décédé en 2010, pardon. Et ses deux filles ont aujourd'hui 61 et 63 ans. Et leurs enfants, elles ont chacun 2 enfants, sont encore très jeunes. Donc je pense qu'il n'y a pas de décision à ce stade qui soit prise quant à savoir si ça sera transmis de nouveau à la génération d'après ou si ça sera vendu. C'est trop tôt pour se positionner là-dessus, donc je ne jouerai pas cet aspect-là. En tout cas, pas d'éléments qui me permettent de dire quoi que ce soit davantage là-dessus. Qu'est-ce qui peut faire que ça repart? Mais ce qui peut faire que ça repart, c'est la reprise des volumes. C'est aussi peut-être une transaction majeure dans le champagne. Il y a eu des transactions, hein, selon les aléas, les bonnes années où on faisait plus de 300 millions d'expéditions ou les mauvaises années où on fait moins de 280 millions d'expéditions à l'échelle de la profession. Ça n'empêche pas des transactions de se faire. On s'aperçoit que les transactions, elles sont toujours à des niveaux toujours plus chers. Donc, quand je vois que Laurent Perrier vaut juste son actif comptable, qui est un actif encore une fois, très bas, puisque tout est archi provisionné ou archi amorti, voilà, il y a pas de vraiment de danger à la baisse. Après, le catalyseur à la hausse, il faut qu'il vienne d'un aspect extérieur. Alors, il faut quand même parler de la concurrence des créments et du Prosecco, puisque là où le champagne est encore à 300 millions de bouteilles, comme tu le disais fort justement, même chiffre il y a en gros 25 ans. Ouais, c'est ça. Le Prosecco, lui, il est passé de 100 millions à 800 millions de bouteilles. C'est quoi ça, le Prosecco? Bon, le Prosecco, c'est un vin pétillant italien qui est utilisé plus pour faire des cocktails et surtout qui est pour le bas de gamme en dessous de 10 € et pour le haut de gamme à 15 €. Donc on est en du champagne et même si les champenois disent que c'est pas le même produit, c'est quand même un concurrent. Aujourd'hui, des jeunes, ils peuvent boire plus de Prosecco que de champagne. Voilà. Et c'est tout le job des champenois de continuer à cultiver leur image de marque. C'est pour ça qu'ils dépensent aussi même 3% de leur chiffre d'affaires en promotionnel. Voilà, parce que c'est une menace. Il y a aussi le crément. Alors le crément, c'est à peu près les mêmes prix que le Prosecco. Ah, évidemment, les champenois vont dire que c'est pas pareil, mais c'est aussi un concurrent. Voilà. Donc, il faut toujours parler de la concurrence, parce que quand même, quand vous avez un produit qui est passé de 100 millions à 800 millions, alors que vous êtes resté à 300, alors eux, ils peuvent pas augmenter, hein, puisque en gros, les rendements d'hectare de raisin, c'est 12 tonnes à l'hectare, à peu près. Alors, il y a un système de réserve. Les années où ils font un peu plus, ils vont faire du 14 ou 15 tonnes. Ils vont mettre en réserve 3 tonnes. Et puis, l'année où ils vont faire que 10 tonnes, ils vont ressortir les vins qui sont dans les réserves. Ça permet un peu de lisser la production. Mais globalement, c'est 12 tonnes. Sachant qu'il faut 1,2 kg pour faire une bouteille de 75 centilitres. 1,2 kg de raisin. Voilà. Donc, c'est une petite idée, voilà, avec ce qu'on peut faire avec un hectare. Alors là aussi 12 tonnes à 8 €, 8,10 € ou 8,20 € le prix du raisin aujourd'hui, ça veut dire que ça fait quand même un bon chiffre d'affaires par hectare. Et je trouve que les prix qui sont retenus par le ministère de l'Agriculture dans le bilan de Laurent Perrier sont sans doute aussi un peu sous-évalués. Il y a encore peut-être un peu de valeur cachée même là-dedans, même s'ils sont à dire d'experts et qui sont réévalués tous les ans. Et il faudrait qu'il y ait un catalyseur. Bon, le catalyseur, je sais pas ce que ça peut être. Peut-être un jour que LVMH soit décidera de grossir ou au contraire décidera de sortir de son métier de champagne qui est aujourd'hui tout petit dans son chiffre d'affaires, même s'il est 10 fois plus gros que Laurent Perrier. Ils n'ont pas beaucoup LVMH d'opportunités de croissance, hein, dans le champagne, parce que à part Laurent Perrier qui fait 4% en valeur,
les autres sont pas, il y a pas vraiment de grosses opportunités de croissance. Et Laurent Perrier, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ils ont toute la gamme de champagne. C'est-à-dire, ils vont de l'entrée de gamme Castellane au salon à 1 300 € la bouteille. Un Castellane, ça sort à 16 € la bouteille. En prix donc, ils ont toute la gamme. Mais il est bien évident que ce qui vaut très cher, c'est tout ce qui est haut de gamme. C'est-à-dire ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu penses quoi là des taxes possibles sur le champagne? Parce qu'on a déjà connu ça en 2017 là avec Trump. T'as un avis là-dessus ou pas? On va dire, on est déjà. Les États-Unis, c'est à peu près 8% du marché en volume. Il est évident que si demain il y a des taxes, ça baissera. Donc ça pourrait, évidemment, ça pourrait avoir un impact. Après, l'avantage d'avoir un cours à 100 €, c'est que c'est déjà pas cher, quoi. Moi, je dirais surtout, au-delà de l'impact que ça peut avoir, je dirais que ça contribue, ces craintes, au fait que le titre soit aujourd'hui à 100 €. Je pense que c'est déjà dans les cours. Okay. Est-ce que tu peux nous faire un dernier topo là sur les concurrents? Tu les vois comment là? Alors les concurrents cotés, hein. Donc Franken, Lançon. Lançon essaye de monter en gamme comme Laurent Perrier. Ils sont, à mon avis, au moins 10 ans de retard. Donc, je n'irai pas sur Lançon. Par contre, Lançon est devenu une situation spéciale puisqu'elle est maintenant contrôlée par son actionnaire majoritaire à 90%, au-dessus de 90% du capital et des droits de vote. Donc, il peut y avoir une offre de retrait. Et quant à Franken, alors là, on est encore moins dans le haut de gamme. On est vraiment dans du champagne de supermarché. Moi, je dirais qu'ils sont très très mal parce qu'ils sont coincés entre le distributeur qui est obligé d'afficher un prix et eux, l'obligation qu'ils ont, malgré tout, ils payent les raisins à 8 € comme les copains. Hein. Donc, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. En tout cas, c'est un vrai challenge. Laurent Perrier a réussi sa mue vers le haut de gamme et le chiffre, quand ils publient leurs 45% de marque de Laurent Perrier dans le haut de gamme, bon, ils mettent même pas la cuvée dedans. Donc, ça veut dire quand même qu'ils en ont sous la semelle puisque la cuvée, c'est quand même un voilà, c'est ça. Alors, avant, ça s'appelait Brut de Laurent Perrier, hein, qu'ils ont changé, qu'ils ont rappelé la cuvée, et ils sont passés de 3 ans à 4 ans en cave, en bouteille. Voilà. Jack, c'est une boîte qui est c'est une balle endormie. Ils font pas beaucoup de communication, voire très minimaliste. Quand on regarde de près leur rapport annuel, il y avait beaucoup plus d'informations détaillées postérieurement à leur introduction en bourse de 99 et jusqu'en 2004, 2005, 2006. Et depuis, il y a de moins en moins d'informations. C'est-à-dire, par exemple, sur les produits, ils donnent plus les volumes. Les volumes que je t'ai donnés là, c'est des volumes que j'ai réussi à avoir par recoupement, mais ils sont plus publiés par la société. Ils donnent plus ces éléments, alors que Pernod Ricard, par exemple, donne par gamme de produits les volumes. Il donne même le nombre de caisses qui sont exportées chaque année. Laurent Perrier, on est très loin de ça. C'est une société qui vit, pour vivre heureux, vivons cachés. Si c'était vendu, je pense que ce serait vendu 300 €. Moi, c'est l'idée que j'ai en tête. Mais encore une fois, je ne joue pas une session parce que c'est impossible à savoir. Bah écoute, je te remercie Francis, ce tour d'horizon là dans le Champagne pour donc une maison qui est familiale, bien gérée, long terme, beaucoup d'actifs, de la décote, et puis que là, effectivement, la bourse n'en veut pas, quoi, donc c'est pas cher, quoi. Donc voilà. Merci de m'avoir accordé de ton temps pour nous parler de cette maison. Avec plaisir. Donc je te dis à bientôt Francis. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. Alors en synthèse, pour la société Laurent Perrier, on a des actifs tangibles qui sont à peu près à hauteur de 100 € par titre, avec une valeur qui est cachée dans des actifs qui sont amortis ou éventuellement des terrains qui sont pas forcément bien valorisés. Par contre, il y a quand même des vents contraires, avec donc une consommation qui baisse, mais aussi un effet de base pour l'année en cours qui est plutôt favorable. Vous avez quand même des taxes d'importation vers les USA qui sont potentielles avec les taxes Trump, donc on ne sait pas trop de quoi sera fait l'avenir en termes de taxes. Je vous ai mis ici le screener en fait Zone Bourse qui identifie avec la courbe violette ici le price book ratio. Donc on voit qu'effectivement on est à peu près en dessous de 1 ou vers 1 là au cours actuel. Et puis en point plutôt aussi de vigilance, c'est que vous avez une rentabilité des capitaux propres qui était plutôt on va dire autour de 6-7% par an dans les années 2015 jusqu'au boom Covid où là il y a eu énormément de hausses de prix qui ont permis de dégager beaucoup de marge. Et donc vous vous retrouvez ici avec une rentabilité qui est passée au-dessus de 10%, qui est beaucoup plus acceptable quand on veut quand même acheter des sociétés qui sont décotées et un peu cycliques. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc pour ceux qui veulent le résumé en PDF de cette vidéo, vous avez le lien dans la barre de description. Vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement ce résumé en PDF. Et n'oubliez pas mon partenariat Zone Bourse qui vous donne un accès à une réduction exclusive de moins 25%. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.